Bonsoir et merci à tous d'être venus très nombreux ce soir pour une nouvelle soirée de balustrade sur un thème qui intéresse les hommes depuis l'apparition de la vie sur Terre, à savoir que sommes-nous, d'où venons-nous et surtout qu'allons-nous devenir, de quoi sommes-nous faits, et quel est notre rapport au temps aussi. Et donc ce soir c'est une soirée de vulgarisation scientifique avec Thierry Millman et philosophique avec Jean-Marc Bastière. Je les ai réunis ce soir car je trouve que cette rencontre a beaucoup de sens, effectivement, puisque, comme Thierry Millman me le disait, il évoque le même sujet que Jean-Marc Bastière, seulement leur approche est différente. Jean-Marc Bastière a écrit Les 7 secrets du temps. Donc c'est un livre que j'adore, j'avais même fait une émission de télé dessus en 2018. C'est un livre qui s'attaque au seul problème philosophique véritable de tout être humain, puisque la seule chose que nous avons tous qui nous est comptée, enfin qui nous est comptée, ça Thierry Millman peut-être apportera son grain de sel, mais en fait c'est le temps. Le temps c'est la seule chose... Théoriquement, on nous raconte qu'on est sur Terre pour une durée finie. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, on étudiera la question. Voilà, mais en tout cas, c'est un livre donc essentiel et en fait, c'est un petit trésor. Moi, j'y puise beaucoup de matière à réflexion d'une manière simple et profonde, très accessible. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Et donc, nous sommes là pour lancer... Je vais compléter une petite chose, parce que lui ne pourra pas le dire. C'est non seulement un livre qui est, je vous le montre, qui est extrêmement bien écrit, qui est très agréable à lire, c'est une très jolie plume. Il ne parle pas seulement que des secrets du temps, mais de la vie en général et de la perception de la vie de chacun. Donc c'est vrai que nous avons tous une perception de la vie totalement différente les uns des autres et on ne la vit pas du tout de la même façon les uns des autres. Il y en a qui ont la chance de choisir leur vie et d'autres qui la subissent. C'est ce qui explique tous ces problèmes de travail. Vous avez des gens qui choisissent leur travail et qui se moquent pas mal de savoir si la retraite est à 90 ou 60 ans. Et puis il y a ceux qui subissent leur vie, qui subissent un travail qu'on leur impose, et là on se dit bon, plus tôt il se finit, mieux c'est. Et dans ce livre, il y a tous ces aspects qui sont évoqués, c'est très philosophique, très poétique, c'est un très bel ouvrage. Voilà, ça il ne peut pas le dire, donc c'est pour ça que je le dis à sa place. Merci. Voilà. C'est un concentré de pensée, j'insiste, c'est même la 3e soirée de ma vie que je consacre à ce livre, on peut dire, Jean-Marc. Donc c'est vraiment, c'est sincère, je pense, quand on revient 3 fois à lire et à inviter un auteur, c'est qu'on l'aime vraiment. Alors, c'est publié chez Stock. Voilà. Et alors, donc, Thierry Paul Millman, donc, nous sommes réunis ce soir pour lancer son livre. Alors, ce livre, en fait, aborde quelque chose qui a l'air tout à fait révolutionnaire. En fait, Thierry Paul Millman nous apprend, selon lui, que nous n'avons pas la fin que nous croyons lorsque nous mourrons. Et donc, sa démarche pourrait sembler farfelue, mais j'insiste pour dire que c'est un monsieur qui est docteur en économie, qui a fait une carrière très prestigieuse à l'international dans les affaires, qui a un carnet d'adresses très très impressionnant. Et donc, c'est un monsieur très sérieux en fait, et son approche est vraiment scientifique. C'est de la vulgarisation, mais c'est prouvé de manière très pédagogique. Alors, c'est un ouvrage qui s'adresse au grand public pour démocratiser son savoir. Mais j'aimerais déjà vous poser une question, cher Thierry. Moi. En fait, le déclic d'écrire ce livre, quand vous est-il venu ? Alors, c'est une histoire très sympathique. C'est en fait notre cher regretté ami Jean d'Ormesson qui est à la base. Quand il a eu ses problèmes de santé, il s'est posé un certain nombre de questions sur son devenir. Et ça le préoccupait beaucoup de savoir ce qui allait se passer. Et comme nous avions la chance de nous connaître et que je faisais de la physique déjà depuis une bonne vingtaine d'années,
je lui ai dit, Jean, tu ne le sais pas, mais tu es doublement immortel. Immortel d'abord parce que tu es un académicien et donc c'est ton titre. Et tu l'es ensuite parce que tu crois que ton corps est ta vie, or ton corps n'est pas du tout ta vie. Et il ne t'appartient pas, ce n'est qu'un support de ta vie qui, elle, va continuer. Et alors là, il a été un petit peu émerveillé. Je lui ai dit, écoute, je vais te faire un livre qui était le premier, Nous sommes tous immortels. Et j'ai mis quelques mois pour l'écrire seulement, mais je lui ai développé toute l'hypothèse de ma théorie. Mais c'était une hypothèse, ça reste une hypothèse. Donc c'est comme ça qu'est venu le choix de l'écrire, parce qu'en fait, c'est sûr que je me posais des questions, moi, non pas tellement sur le devenir de l'humanité, de l'être humain, mais le devenir de l'humanité. Car dans, je dirais, mes relations internationales, je connais à peu près tout dans le détail, toutes les actions d'hégémonie de notre civilisation et toutes les actions subversives qu'il peut y avoir des différents gouvernements. C'est loin d'être de tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, je posais la question, et en particulier à tous mes interlocuteurs, y compris du Pentagone, du gouvernement américain, etc. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette volonté intuitive qu'ont les hommes à s'autodétruire, à détruire tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'ils font? C'est quelque chose qui est hallucinant. Vous pouvez regarder l'histoire depuis la création des hommes. Il n'y a pas une civilisation qui n'a pas été détruite par une invasion voisine de barbares quelconques. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Et c'est curieux, à chaque fois, on n'a pas une invasion qui vient, qui s'approprie la technologie, la science, le niveau de vie du peuple conquis. Non, on détruit tout, on casse tout et on recommence à zéro. Bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on est parti pour le faire. On sait depuis 1953 qu'on a un mur sur lequel on va tous s'effondrer, qui va arriver dans les années 50, 2050, donc c'est très proche. Et bien on fait le simple de l'ignorer, on a l'impression qu'il ne va rien se passer, et on continue à dire à nos enfants, vous allez vous débrouiller avec ça, parce que nous, on est tout à fait incapables de gérer la situation. Et donc je dis, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans l'être humain. Comment sommes-nous construits? Pour essayer de voir cette espèce de notion intuitive de la destruction qu'ont les hommes en eux. Et je me suis déjà orienté sur la biologie moléculaire, et donc j'ai rencontré le professeur François Cros, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui vient de décéder, et qui m'a ouvert un certain nombre de conceptions, parce que j'ai fait donc une bonne dizaine d'années de recherche en biologie moléculaire pour me rendre compte et m'apercevoir que ça menait nulle part, qu'on restait encore au niveau matériel et qu'on restait au niveau corpusculaire de l'homme, et ça n'expliquait absolument pas ni notre comportement ni notre attitude. Savoir comment on fonctionne, c'est une chose, mais savoir pourquoi on fonctionne de cette façon, c'en est une autre. Et donc, de multiples discussions, on a fini par s'orienter sur la physique et la physique quantique. C'est la seule et unique science qui peut effectivement expliquer absolument tout dans le détail. Il n'y a pas une chose qui n'est pas expliquée par la physique et la physique quantique. Donc j'ai fait 30 ans de formation de physique. J'ai commencé par Newton et j'ai fini par la théorie des cordes. Pour ceux qui savent ce que c'est que la théorie des cordes, je peux vous dire que c'est plus qu'ardu. Au bout d'un moment, on arrête tellement c'est compliqué. Mais là, on s'aperçoit en lisant l'ensemble de cette évolution que même les plus grands physiciens ont toujours eu des doutes. Surtout, Einstein a mis des fois 20 ans pour admettre des choses qui nous paraissent être irréelles. Savoir que, par exemple, que toute matière est onde et que toute onde est matière, c'est difficile à comprendre. Savoir que vous êtes ici installé, mais que vous êtes en même temps des ondes qui sont partout en même temps, c'est difficile. Savoir que votre vie est matérielle et immatérielle en même temps, c'est difficile à comprendre aussi, si vous voulez. Donc, il faut l'admettre et puis arriver à comprendre le fonctionnement général. Et le fonctionnement général, on retombe toujours à la même chose, c'est-à-dire à la base de la conception, c'est l'atome. Et on ne s'en sort pas, on revient toujours à l'élément essentiel de cette structure atomique qui est régie par des lois universelles. Tout est régi par 4 lois fondamentales de l'univers,
je dis que je n'allais pas être très technique, mais là il faut que je le sois un petit peu, qui sont 4 forces, qui sont la force gravitationnelle que tout le monde connaît, c'est ce qui nous permet d'avoir les 2 pieds sur Terre, pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui ne les ont pas. Il suffit d'écouter la presse, la radio, la télévision, les journalistes en particulier, pour s'apercevoir qu'effectivement, il y en a qui feraient bien de reposer leurs chaussures sur Terre. Les forces électromagnétiques qui nous permettent d'écouter le téléphone, la radio, la télévision, etc. Tout ça, on connaît tout ça très bien. Et puis 2 forces complémentaires qui sont les forces nucléaires faibles et fortes. Alors, il y en a une qui permet de concentrer les noyaux, le cœur du noyau et de limiter la dispersion des particules. Donc c'est la force forte comme la colle forte, si vous voulez, en quelque sorte. Et puis la force nucléaire faible qui, elle, tient éloigner les petites particules. On va faire c'est simple, hein. Si vous avez un noyau, puis des petites particules qui tournent autour, c'est des neutrons, des protons et des électrons, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est la structure de base. Parallèlement à ça, si vous voulez, il y a quand même une notion qui est particulière à l'humain, qui est cette notion de divinité et de vie post-mortem. Vous pourrez regarder, depuis que l'homme s'est regroupé en civilisation, partout dans le monde, on a eu des évolutions plus ou moins poétiques, plus ou moins philosophiques, mais avec toujours cette même conception d'une vie post-mortem. L'homme ne pouvait pas mourir tel quel. Donc c'est amusant parce que, en fin de compte, on se demande si intrinsèquement nous n'avons pas dans notre cerveau une notion de notre condition particulière, nucléaire, qui fait qu'on se rend compte que notre corps, c'est pas tout à fait notre corps, qu'on a un esprit, qu'on a une pensée, qu'on a une âme, qu'on a quelque chose en plus qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et c'est pourtant la réalité. C'est pourtant la réalité. Les seuls qui ont réussi à passer le cap, je suis de toutes les mythologies, vous savez qu'il y en a, c'est passionnant de regarder les mythologies parce que c'est comment dire, très poétique pour les plupart. L'égyptienne me paraît être la plus poétique, mais la japonaise, par exemple, est très caractéristique parce que pour eux, on meurt, mais les gens qui sont morts restent dans la vie avec les vivants. C'est très proche de la conception de la réalité scientifique. Car, en fait, que se passe-t-il? Quand on voit, il faut repartir au départ. Démarrage, c'est pas difficile, c'est uniquement la particule. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que d'une particule qui est constituée, je vais dire un noyau de quark, qui se donne un noyau tout simplement, hein, et de 3 petites billes qui tournent autour, que les physiciens me pardonnent, un électron, un proton, un neutron, cet élément a créé toute la matière de l'univers, y compris vous, y compris nous. C'est quand même extraordinaire que cette petite particule, ce petit atome, a tout créé. Le plus simple, c'est l'hydrogène, c'est un neutron, un proton, un électron, donc c'est la base élémentaire, et ça a tout créé, tout l'univers, tout ce que l'on connaît, toute la matière. Il n'y a pas de différence entre cette table et votre corps, construit exactement de la même façon. Ça veut dire que cette particularité, elle ne peut pas tomber du hasard. Même si elle répond aux 4 lois, on est obligé de se dire, il y a quand même quelque chose d'intelligent qui fait que, et de fantaisiste et d'amusant en même temps, qui fait que toute cette matière a pu se créer du même élément. Vous, quand vous mettez une goutte d'eau dans un verre d'eau, vous obtenez quoi? Un verre d'eau avec une goutte d'eau supplémentaire. Et bien le créateur, peu importe la façon dont vous l'appelez, quand il met une goutte d'eau dans un verre d'eau, qu'est-ce qu'il obtient? Une rivière de diamants. C'est à peu près ce qui se passe. Dès lors que vous avez des atomes qui se joignent entre eux, c'est des matières différentes. Quand vous avez un atome, donc vous avez ça, si vous prenez l'atome tout bête et puis vous rajoutez des électrons, des neutrons, des protons, chaque fois que vous en ajoutez, vous obtenez des matières différentes. Vous prenez de l'or, vous lui ajoutez ou retirez des électrons, des neutrons, des protons, vous obtenez du plomb, vous obtenez du platine, et c'est valable pour tout. C'est quand même assez extraordinaire qu'à la sortie, c'est la même chose. Donc vous avez un noyau, puis des particules qui tournent autour, et quand vous vous éloignez un petit peu, c'est pas la même matière. Et tout est comme ça. Ce qu'il y a d'encore de plus extraordinaire, c'est qu'il faut qu'ils se réunissent entre eux pour créer
de la matière physique, en plus de la matière organique, n'en parlons même pas. Comment est-ce possible? Parce qu'il faut que ça tienne ensemble. Quand vous prenez de l'eau, vous prenez quand même des molécules d'oxygène et des molécules d'hydrogène, c'est le gaz, vous les mettez ensemble, vous tenez de l'eau. C'est pas du tout la même structure, c'est pas du tout la même chose, c'est assez extraordinaire. Alors comment ça se passe? C'est très simple et c'est valable pour tout. Vous avez des petits électrons, qu'on appelle des électrons libres, qui sortent de la structure de l'atome et qui unissent entre eux comme un ruban pour un paquet cadeau et qui tiennent les atomes ensemble pour créer des molécules. Ces petits électrons qui sont ensemble, donc qui tiennent le paquet cadeau, c'est ce qui crée toute la matière. Et à chaque fois que vous avez des atomes qui s'unissent de façon différente, vous avez des matières différentes. Et à chaque fois, vous avez ce qu'on appelle les électrons de valence, c'est-à-dire c'est les petits électrons à l'extérieur, au plus loin de l'ensemble, qui tournent autour non plus d'un seul atome, mais de l'ensemble, et qui cloisonnent l'ensemble de ces particules et qui empêchent l'évaporation, je puis dire, qui crée la matière. Raison pour laquelle, quand on les sépare, ça fait de l'énergie, ça crée l'arme nucléaire, et c'est ça qui est extraordinaire chez nous, c'est qu'on est capable de construire ce qu'il y a de plus positif avec l'énergie nucléaire, de plus destructeur avec la bombe atomique. C'est typiquement humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher, à chaque fois qu'on a quelque chose d'extraordinaire qu'on vient de découvrir, d'avoir son opposé pour se détruire. Voilà. Ça nous fait plaisir de nous détruire. C'est absolument hallucinant. Et donc, quand vous regardez l'ensemble, vous vous dites, bon, c'est bien, on comprend la création de la matière, et toute la matière, y compris terrestre, tout. Mais l'être humain, alors là, on est dans un délire hallucinant, parce que déjà, la complexité, parce que je me résume le plus simplement du monde, mais la complexité de la mise en place des structures fondamentales du nucléaire pour faire la matière, je peux vous garantir que c'est une complication hallucinante. Mais c'est comme ça existe, il faut le prendre tel quel. Vous avez parallèlement à cela, toujours dans la matière, et alors là, ça devient encore plus complexe, en sachant que toutes ces petites particules, c'est de la matière, mais elles ont leur double en ondes. En ondes. Tout existe en matière et en ondes, que ce soit vous, que ce soit cette table, tout, c'est la matière. Alors là, ça devient un peu plus compliqué à comprendre, parce qu'on se dit, on voit le soleil, c'est bien, on le voit, il est là, non, et on le voit, mais il est aussi en ondes, dans une autre dimension, dans un autre univers, mais il est là, et vous, c'est pareil. Ça devient compliqué. Einstein a mis 20 ans à l'admettre. Et c'est une notion qui a démarré dans les années 1920. Moi, je suis admiratif de voir que ce sont des scientifiques, des physiciens de renom aujourd'hui, mais qui ont mis ça en place en 1920. On venait de découvrir à peine le téléphone, quoi. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, on l'explique assez bien parce que les gens comprennent avec la lumière. La lumière, tout le monde sait que ce sont des ondes lumineuses. Des photons. Voilà. Mais avant d'être des photons, c'est des ondes. Et vous avez donc toute la gamme d'ondes lumineuses qui fait que ça se promène partout, c'est les ondes lumineuses, tout le monde connaît ça. Seulement, on a tous entendu parler du photon, qui est la particule de lumière. C'est la matière de l'onde lumineuse. Autrement dit, quand la lumière est captée, ça devient une particule, un photon, de la matière. Autrement dit, quand vous observez l'onde à un point précis, ça devient de la matière. C'est ce qui fait la lumière. Quand Jean d'Ormesson a eu son problème, je lui ai exposé la généralité. Et à cela, donc j'ai les félicitations de l'Académie des sciences, de physiciens, de biologistes, etc. Très bien, mais tous m'ont dit, Thierry, une hypothèse reste une hypothèse, même la plus séduisante possible, tant qu'elle n'est pas démontrée scientifiquement. Donc, où tu te casses la tête et tu démontres scientifiquement ton hypothèse de l'immatérialité de l'être humain et de sa réalité, de sa vie et de son intemporalité, de sa vie réelle intrinsèque qui est faite d'ondes et d'énergie, eh bien, ça restera au niveau. Et donc, on a mis une dizaine d'années, avec mes amis phyniciens, à finir par trouver la conception exacte de notre fabrication définitive et la façon dont nous sommes créés, la façon dont nous fonctionnons,
et qui n'a strictement rien à voir avec tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on vous a toujours raconté. Alors, je voulais savoir, Jean-Marc, d'abord, vous êtes intéressé au temps. Donc, êtes-vous angoissé par votre finitude et vous, pensiez-vous, tout du moins avant de rencontrer Thierry Millman, que vous alliez disparaître un jour? Je crois que c'est une chose, enfin, nous sommes tous en prise avec le temps, en tout cas moi le premier, et le temps, on se pose la question tôt dans notre vie, est-ce que le temps est notre ami? Et on se bat contre lui comme un fantôme finalement. Alors on ne sait pas si c'est un double comme pour nos personnes, mais en tout cas, voilà comment les choses se sont passées. Et pour dire, donc c'est une réflexion très simple que j'ai faite, mais que nous faisons quand on parle de la raison. Il y a plusieurs sortes de raisons en fait. Il y a la raison pure, la raison des scientifiques, qui est vraiment depuis Galilée notamment, qui a donné la formule de la science moderne. La nature est écrite en langage mathématique. Je parle de ça parce que récemment, j'ai lu un livre de Pierre Manant que j'ai rencontré sur Pascal. Et Pascal nous ramène à ce siècle essentiel, très important, où tout se joue, qui est le XVIIe siècle, le grand siècle, comme on dit, où naît la science moderne, et en même temps, qui est un siècle en même temps de métaphysique. Et Pascal, justement, arrive à allier, dans une forme de tension, de façon géniale, en fait, ces deux dimensions de l'univers, qui est à la fois l'esprit de ce qu'il appelle l'esprit de géométrie, qui est l'esprit scientifique. Et c'était un grand scientifique, effectivement. Grand mathématicien. Un grand mathématicien. Il a fait en temps expérimental. Il a fait sur Puydôme l'expérience de la pression atmosphérique qu'il a déterminée. Et en même temps, c'est un grand penseur dans la finesse, qu'il appelait aussi l'esprit de finesse. Et donc, sur le devenir et par rapport au temps et par rapport à ce que nous sommes, Donc il a écrit les pensées, et donc c'est à la fois un philosophe, un mystique, et en même temps un scientifique. Et c'est cette tension entre l'esprit de géométrie, l'esprit scientifique, et en même temps l'esprit philosophique et l'esprit spirituel, que je trouve en fait extrêmement passionnant, et c'est ce qui nous rapproche d'une certaine façon dans notre conversation de ce soir. Absolument. Pascal a dit une chose qui résume tout. Il a dit ceci, il a dit l'infini ne peut être qu'un, donc Dieu, les hommes et l'infini mathématique ne font qu'un. Voilà. Autrement dit, il n'y a pas Dieu d'un côté et les hommes de l'autre, non. C'est une entité générale. Il ne peut y avoir qu'un seul infiniment grand, c'est en mathématiques. Hein, et c'est là où on voit qu'il était mathématicien. Et philosophe aussi, parce qu'il s'est ramené en disant, et il fallait le dire à son époque, Dieu, l'univers et les hommes ne font qu'un, c'est pas évident. Alors, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail de la biologie moléculaire. Je vais simplement vous expliquer comment ça se passe dans votre conception au niveau de votre vécu journalier. Quand vous regardez quelque chose, ce ne sont que des ondes lumineuses qui se sont répercutées contre votre environnement et qui viennent frapper votre œil par des photons. Donc l'onde se transforme en matière, et c'est des photons. Les photons excitent votre rétine. Si ça vous intéresse, vous allez dans le dictionnaire, regardez rétine, et vous allez voir la définition de tout ce qu'il y a dans une rétine. C'est hallucinant. Il y a de quoi écrire un livre entier simplement sur la composition d'une rétine avec tout ce qu'il y a dedans. Hallucinant. Ce bombardement de la rétine fait que vous avez un morse d'électrons qui sont envoyés dans vos neurones du cerveau. Vos neurones du cerveau se mettent à vibrer et recréent l'image que vous êtes censé voir de votre environnement. Mais vous ne voyez rien. On est dans le noir le plus complet. C'est votre cerveau, les neurones du cerveau au niveau de la vision qui recréent l'image.
Le son, c'est pareil. Est-ce qu'on entend les ondes de la radio? On ne les entend pas. Les ondes de télévision, on ne les entend pas. Les ondes en général, on ne les entend pas. Et heureusement, vous imaginez, si on entendait toutes les ondes, ce serait une horreur. Donc, l'onde, quand je fais A, il n'y a pas un son qui sort de ma voix. Rien. C'est simplement une compression d'air qui est une onde sonore, avec une fréquence, une longueur, qui fait que quand ça arrive à votre oreille, c'est une compression d'air qui se fait. Et quand cette compression d'air arrive à votre oreille, et ben ça excite l'appareil auditif que nous avons, je simplifie vraiment les choses, qui envoie un morse d'électrons, toujours les mêmes, au cerveau, dans vos neurones, qui se mettent à vibrer et qui reproduisent le son que vous avez entendu. Le A que je fais vient dans votre oreille, ça comprime, ça envoie des trucs, ça fait A. Toute votre vie se résume dans votre cerveau à un écran plasma, comme la télévision, stéréo, couleur, relief. Tout est là. On ne voit rien avec ses yeux, on n'entend rien avec ses oreilles, il n'y a pas un son qui sort de notre voix. Vous dites, je vis avec mon corps. Quand vous embrassez quelqu'un qui est cher, vous le sentez, vous le touchez, vous avez l'impression qu'il existe matériellement, effectivement. Hein, si je donne une claque à quelqu'un, il va m'en coller une autre et je vais la sentir. Bah, logique. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Votre corps, il ne ressent rien, absolument rien. Si vous faites ça, c'est simplement parce que vous avez les terminaisons nerveuses qui sont sur votre peau, dans votre corps, qui renvoient un système d'électrons à votre cerveau et qui, lui, analyse le toucher que vous avez eu et qui reproduit cette sensation de toucher. Là, ça devient un peu compliqué. Dire, mais on ne sent rien, c'est la même chose. Quand vous sentez une rose, il n'y a pas de parfum. C'est simplement les notions olfactives qui sont renvoyées au cerveau, qui font vibrer les neurones olfactifs du cerveau et qui recréent l'odeur de la rose. Et tout est comme ça. Et là, on se dit, bon, raison pour laquelle on ne peut pas vivre sans tête. C'est essentiel. Mais l'ensemble de notre vie est concentré dans nos neurones, notre cerveau. Mais ça, c'est matériel encore. Ça ne change pas grand-chose. Qu'on ressente le baiser de quelqu'un directement de sa bouche sur sa main ou qu'on le ressente par le cerveau, ça ne change pas grand-chose au problème. Ça fait que reculer le problème. Là où ça devient intéressant, c'est que toute vibration émet une onde. Si je fais ça, ben vous êtes sûr qu'il y a des ondes partout dans la pièce qui suivent ma main. Bon, c'est l'air qui est déplacé. C'est la même chose pour nos neurones. Nous créons à chaque vibration des ondes, qui sont des ondes miroirs. Alors, ça, les gens peuvent le comprendre parce qu'aujourd'hui, on capte ces ondes, on sait capter ces ondes. Aujourd'hui, on arrive même avec certains appareils à créer des appareils pour ouvrir une porte, allumer la lumière, pour des paraplégiques qui font qu'on leur met sur la tête, ils captent les ondes du cerveau qui sont émises et ils peuvent les transcrire en mouvement. Les gens comprennent bien que nous avons des ondes que le cerveau émet, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne, ni où ça va, etc. Sauf que, quand vous ouvrez une porte, vous avez un apprentissage qui fait que vous savez qu'il faut appuyer sur la poignée, ouvrir la porte, refermer la porte, ouvrir la poignée. Tout ça, c'est une conception de mémoire. L'ensemble d'ouvrir une porte, ce sont des milliards de connexions neuronales qui sont stockées dans votre espace mémoire, qui fait que quand vous arrivez devant une porte, ben vous savez que c'est comme ça qu'on fait pour ouvrir la porte. L'ensemble de toutes ces vibrations crée donc ce qu'on appelle des ondes mémoire et des ondes miroirs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quoi que ce soit, vos neurones ont créé une mémoire, un espace mémoire, et de cet espace mémoire, c'est stocké à l'intérieur de votre cerveau, qui fait qu'à chaque fois que vous avez besoin de agir, d'activer cette mémoire pour n'importe quoi, et ben vous avez vos neurones qui vont chercher l'information que vous avez stockée, qui revient dans votre présent et qui permet l'action. Alors, vous avez une multitude d'ondes, je ne vais pas en revenir dessus, mais c'est cet ensemble. Là où ça devient intéressant, c'est que toutes ces ondes qui forment votre vie,
Elles sont donc stockées dans votre armoire mémoire, mais ces ondes, elles ne s'évaporent pas. Quand vous mettez une bille dans une mare, l'onde s'en va, puis elle s'évapore, c'est fini. Non. Ce qui est intéressant, c'est que nos ondes cérébrales, qui sont animées, conservées par une énergie colossale, dont on ne sait absolument pas d'où vient cette énergie, que ce soit pour un électron, que ce soit pour la matière, que ce soit pour les ondes, on ne sait pas, soyons honnêtes, mais elle existe, on le sait. Eh bien, cet ensemble d'ondes reste, elle ne s'évapore pas. Et l'ensemble de toutes ces ondes que vous émettez, donc de tous ces souvenirs que vous avez de votre vie depuis la naissance, c'est ce qui fait votre véritable vie. C'est, comme je vous disais justement, la vie, c'est le vécu. C'est toute la mémoire du vécu. C'est tout ça, notre vie. Et si nous avons tous cet ensemble stocké dans notre cerveau, nous avons d'un côté la matière cérébrale qui est construite avec des atomes, et de l'autre côté, une énergie faite d'ondes et énergie cérébrale, qui sont le miroir et le pendant de la matière. Quand la matière s'écroule, le reste s'en va. Alors, le problème, donc chez la majeure partie des mythologies, c'est l'âme, c'est tout ce que vous voulez. Sauf que, si l'onde s'évapore, elle s'évapore, et après la mort du corps, c'est aussi la mort de l'esprit et des ondes. Comment l'ensemble de ces ondes peuvent-elles rester ensemble? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que si vous n'avez pas un bocal qui contient le poisson rouge, quand vous cassez le bocal, le poisson rouge il tombe par terre et puis c'est fini, tout le monde crève. Donc là, pour que les ondes qui représentent notre vie soient constantes et restent après le départ de notre corps, parce que notre corps, qu'est-ce que c'est? C'est des particules élémentaires qui retournent à la nature, qui retournent à l'univers. Notre corps ne nous appartient pas. C'est tout. C'est le support de notre vie, notre corps, rien d'autre. Dès lors, cette notion de temps, si bien définie, elle n'existe plus, puisque vous savez que l'autre, il n'y a pas de temps. C'est la création de votre vie depuis la naissance, et peut-être même d'avant, fait que tout ça est accumulé. Mais comment ça reste ensemble? C'est la question que les physiciens m'avaient posée, et sur laquelle on a fini par trouver la réponse. Et c'est quelque chose de relativement récent, parce que ça date que de quelques années seulement, où on a découvert, au même titre que je vous parlais tout à l'heure, des électrons de valence qui tournent autour des atomes et qui permettent de lier les atomes entre eux pour faire des molécules, etc. Eh bien, ils ont découvert, comme les électrons sont aussi ondes et matières, qu'il y avait des ondes qu'on appelle des ondes de valence, donc des ondes orbitales, c'est-à-dire des ondes qui maintiennent l'ensemble de toutes les ondes ensemble. Autrement dit, on a fini par trouver le bocal. Le bocal qui fait que toutes les ondes restent ensemble. Et quand le corps disparaît parce qu'il s'effondre, on ne meurt pas. Ce sont nos particules qui s'effondrent parce qu'on a une désorganisation de la multiplication, de la reproduction de nos cellules. C'est comme ça. Mais le jour où nous partons, l'ensemble de notre vie intrinsèque qui est concentrée dans nos ondes orbitales, les ondes de valence, dans notre bocal, si je puis dire, de poisson rouge, elles prospèrent, elles ne bougent pas. Elles ne disparaissent pas. Et c'est ça qui est extraordinaire, et où je dis merci aux physiciens, parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les physiciens qui ont trouvé la solution. Moi, je n'ai fait que reprendre les pièces du puzzle à tout le monde pour reconstruire l'image réelle de la conception humaine, de la vie humaine, de la vie intrinsèque. Sans les physiciens, je peux vous garantir que ce livre n'existerait pas, et j'aurais fait peut-être moins bien que ce que Jean-Marc a fait dans son livre, parce que je ne suis ni un philosophe, ni un littéraire. Mais là, si vous voulez, ça devient irréfutable. Parce que la science physique a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est une science qui est juste, universelle. C'est-à-dire que ce qui est juste sur Terre, c'est juste dans n'importe quel point de l'univers. Donc,
on ne peut pas remettre en cause une découverte stratégique, si on peut dire, de la physique nucléaire, de la physique quantique, car c'est exact. Donc quand les physiciens vous disent, eh bien oui, nous avons des ondes, les ondes restent des ondes stationnaires, alors là aussi je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça devient compliqué, il suffit de lire le livre pour avoir le détail, mais vous avez des ondes. La forme des ondes, tout ce que vous pouvez imaginer comme ondes, ça existe. Que ce soit des dents de scie, des carrés, des ronds, des tout, ça existe. Et chaque onde a une détermination très précise. C'est hallucinant de complexité, d'imagination, d'infini dans la conception générale. Vous imaginez ce millefeuille de milliards d'ondes pour concevoir notre vie? Quand vous me regardez, ce sont des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de vibrations neuronales qui se font dans votre cerveau pour reproduire simplement l'image. À chaque nanoseconde, par milliards. Et vos yeux reçoivent ces photons par milliards. Et tous ces milliards que vous avez là-dedans, c'est incompréhensible à notre échelle de voir l'infinité de connexions qu'il peut y avoir simplement pour créer une image. Donc, sur chaque connexion, c'est une onde. Vous imaginez le million de milliards d'ondes en tout genre, comme des millefeuilles, qui sont stationnaires, parce que là aussi c'est extraordinaire, c'est que les ondes finissent par être stationnaires, elles se renvoient comme ça, elles ont besoin d'énergie, elles en ont. Elles en produisent, elles en consomment. D'où elles consomment l'énergie? Personne ne le sait, soyons honnêtes. J'ai posé la question à tous les physiciens du monde entier, il n'y en a pas un qui le sait. Pourtant on le sait qu'il y a de l'énergie. Donc d'où vient l'énergie? On n'en sait rien. Comment ils diffusent l'énergie? On n'en sait rien. Comment ces ondes peuvent produire de l'énergie? On n'en sait rien. L'électron, quand il s'éloigne du noyau, produit de l'énergie. Comment? Personne ne le sait. À chaque fois qu'un électron se rapproche du noyau, il libère de l'énergie. Cette énergie qui est libérée, ça fait quoi? Des quantums de lumière, comme disait Einstein. Ces quantums de lumière, c'est quoi? C'est la lumière. C'est quand même extraordinaire qu'une petite particule comme l'électron, qui va se rapprocher du noyau, libère de l'énergie, comme si vous, dans votre vélo Solex, que vous, au lieu de faire le tour du pâté de maison, vous faites juste le tour de la maison, vous dites pas, bien, je prends un verre, et puis je jette l'essence par la fenêtre parce que j'en ai pas besoin. C'est la même chose. Sauf que vous, l'essence, vous la puisez dans votre réservoir. D'où vient l'énergie de l'électron? Personne n'en sait rien. Vous avez 95% de la matière de l'univers qu'on ne connaît pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi. On sait un peu le comment des choses, comment ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne comme ça, personne ne le sait. Personne. Bon, soyons humbles. Sachant dire, on ne sait pas. Donc au niveau de nos ondes, de notre vie intrinsèque, qui elle donc devient intemporelle, dire qu'elle est immortelle, c'est absurde, car il n'y a pas de mortalité. Nous sommes intemporels. Intemporel, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Il n'existe pas plus dans la réalité que pour nous, dans notre vraie vie. Donc qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on est dedans? On passe de l'autre côté. On est donc dans notre bulle d'onde, et cette bulle d'onde, c'est notre vie. Donc on communique exactement de la même façon qu'on communique là, on voit de la même façon, on enregistre de la même façon, on a les mêmes odeurs, les mêmes goûts, on a tout, puisque tout est vibration et onde. Quand vous sentez une fraise, eh ben vous avez l'onde de l'odeur de la fraise. Vous avez l'onde de la couleur de la fraise. Si vous avez une autre onde que vous voyez, tiens, est-ce que tu veux des fraises? Bah oui, on veut manger des fraises. Bah vous mangez des fraises par onde. C'est plus matériel, c'est ondulaire. Vous voulez voir Vivaldi jouer du violon à Venise? Vous irez. La notion de temps n'existe plus, mais les ondes émises au temps de Vivaldi à Venise, elles n'ont pas bougé. Elles existent toujours. Si vous voulez aller voir la gueule des dinosaures, vous pourrez aller voir la gueule des dinosaures. Le seul problème qu'on ne sait pas, c'est si vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Parce que le passé, c'est facile à comprendre. Le passé, il a émis ces ondes. Elles existent. Le futur. Ben, le temps n'existe pas. Exactement. Donc on n'en sait rien. On ne sait pas si, dans le futur, puisqu'il n'y a pas eu de matérialité quelconque, si ces ondes existent ou n'existent pas. On ne sait pas. Soyons honnêtes, disons, on n'en sait rien. Voilà. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que m'a posée Jean d'Ormesson. Dit Thierry, c'est bien ton truc, mais alors, quand on meurt, c'est pour longtemps quand même. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? Pour toujours.
Qu'est-ce qu'on fait? Très franchement, on n'en sait rien. Soyons honnêtes. Alors, on peut continuer notre vie terrestre. Quand les Japonais dans la mythologie disent les morts restent avec les vivants, mais c'est leur esprit qui est là, et on a intérêt à bien se comporter avec nos ancêtres et à les vénérer, parce que sans quoi ils vont nous apporter les maladies, ils vont nous tirer les doigts de pied pendant qu'on dort, etc. C'est tout à fait exact. Vous êtes à peu près certain que tous les gens que vous avez perdus, ils sont là. Ils sont là et ailleurs en même temps, mais ils sont là. Ils vous écoutent, ils vous voient, ils regardent. Quand vous serez mort, que votre corps sera dématérialisé et que votre vie sera dématérialisée et que vous n'aurez plus que cette notion, j'allais dire ondulaire, c'est un mot qui n'existe pas, ondulaire, c'est un mot que nous avons inventé avec les physiciens qui allie les mouvements ondulatoires des ondes et l'énergie, puisque ça fonctionne ensemble. Eh bien, vous pouvez vous montrer et regarder les gens tels que eux veulent se montrer, tels que vous voulez vous montrer. Si vous voulez vous montrer avec l'aspect de 20 ans, ben vous avez un hologramme qui se crée en quelque sorte avec votre tête il y a 20 ans. Et la personne ne vous verra que ce que vous voulez bien montrer. Parce qu'il n'y a pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de liaison automatique entre ces ondes. Sans quoi, ce serait une catastrophe. Vous imaginez? Imaginez une seconde que vous soyez capable de capter toutes les ondes de radio, de télévision, magnétique, de téléphone, de tout le monde. Puis qu'elle se tire une balle dans la tête et puis essayer de faire en sorte que ça ne revienne pas. Bon, là c'est pareil, vous avez une protection. Quand vous avez un électron de valence qui lie plusieurs molécules ensemble, il n'y a rien qui peut venir les perturber, sauf une énergie phénoménale. Quand vous divisez des atomes, vous obtenez une énergie nucléaire, un grain de sable, ça a de quoi vous faire péter la Terre. Tellement ça délivre une énergie colossale. Mais quand on posait la question à Einstein en disant, bon, vous prenez un morceau de sucre, c'est bien, alors on va dire l'uranium, c'est plus simple, tout le monde connaît, vous cassez l'atome et vous obtenez une énergie nucléaire qui dévaste le monde. D'où vient, pour quelques grammes d'uranium, cette énergie phénoménale qui est capable de faire sauter la planète? D'où ça vient? Personne ne le sait. Mais elle est là, on l'a constatée, elle existe. Cette énergie que vous retrouvez dans la matière, elle existe dans l'électron, elle existe dans l'univers, elle existe partout. Cette énergie, elle fait partie d'un tout, de cet infini, de cet ensemble. Vous l'appelez comme vous voulez. Les astrophysiciens ne l'appellent pas, ils disent énergie. Mais comme dit Blaise Pascal, c'est obligatoire d'avoir une unité entre l'infiniment grand et tout ce qu'il y a dedans. Donc dans cette énergie que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas, vous pouvez la définir comme vous voulez. Si vous l'appelez Dieu, partie de Dieu, c'est votre problème. Voilà. Nous, scientifiques, on vous dit, on ne sait pas d'où vient cette énergie et comment on fait pour la créer. Et comment elle se crée, comment elle se dispatche. On ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la physique quantique. Oui. Vous savez bien la différence. Ce n'est pas le docteur Thierry Paul Milman qui a inventé ça, c'est la physique quantique qui le démontre. Je n'ai fait que reprendre leurs propos. Est-ce que ces paquets d'ondes impliquent une conscience? Ça, on n'en sait rien. Ah, oui. C'est là où ça devient intéressant, c'est que là, je n'ai pas parlé de ça. Je vois monsieur... Mais oui, c'est le mot qui manquait. C'est le mot qui manquait. Mais pas évoqué une seule fois. Pas une seule fois. Pour l'instant, on est resté au matériel. Donc le matériel nous crée cette vie intrinsèque qui est faite d'ondes. Mais intervient quelque chose quand même qui est particulier à l'être humain et peut-être même aux animaux, mais enfin tout ce qui est vivant biologiquement parlant, c'est la pensée. Alors là, on rentre dans un domaine qui est encore plus énigmatique. Parce que comprendre que notre armoire, mémoire, accumule tout notre vécu, c'est bien, on est d'accord. Mais comment vient notre intelligence de la pensée, ça reste encore un mystère absolu. Dieu ne peut pas vous répondre, il n'y a pas un physicien qui vous peut répondre, il n'y a rien. La pensée humaine, c'est quelque chose d'extérieur à toute matérialité.
Vous parlez, je vais finir, vous parlez de ce bocal d'ondes donc contenu dans l'onde orbitale. Toute notre vie qui est là-dedans, ça c'est la conséquence de notre vie matérielle. Mais il y a à l'intérieur également, toute notre vie intellectuelle, de notre pensée. Et ça, d'où elle vient? Mystère. Il n'y a pas un élément physique, qui peut nous expliquer pourquoi on pense. La pensée, si vous voulez, a quelque chose de caractéristique, c'est qu'elle est à l'échelle de l'univers et donc à l'échelle de Dieu. J'emploie Dieu entre guillemets pour ne pas, je dirais, choquer des scientifiques qui n'ont aucune conception mythologique, religieuse de la notion de Dieu. Disons, force supérieure. Notre pensée est infinie. Elle est donc à l'échelle de l'univers. Nous sommes à l'intérieur de cet univers, lequel est l'intérieur de la force suprême, de l'énergie générale, que certains appellent Dieu, peu importe. Mais nous sommes à cette échelle-là. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que certains disent, et alors, c'est là où on voit que dans chaque religion, ceux qui se sont cassés la tête à les inventer, parce qu'elles ont toutes été inventées par les hommes, il n'y a jamais Dieu qui est venu quelque part en disant dicter le truc, jamais. Ils ont tous quand même eu une réflexion particulière philosophique, les Grecs les premiers, mais qui n'ont pas fait de religion, mais tous les philosophes grecs, c'est fantastique ce qu'ils ont comme conception, à savoir que cette pensée ne peut venir que de la création divine. Entre guillemets. Bon, c'est une explication. Moi, je suis agnostique, je dis je ne sais pas. Mais pour les religieux, ils disent ben, c'est Dieu qui vous donne la pensée. Mais si votre pensée est infinie, qu'elle est à l'échelle de l'univers, qu'elle est à l'échelle de Dieu, Pascal étant passé par là, c'est la même. Quelle différence il y a entre l'énergie de l'univers et notre énergie et le reste? Il n'y en a pas, c'est la même. Alors si on va plus loin, comme vous le dites, entre la pensée, la notion de Dieu, les hommes, etc., c'est la même chose. Sauf que nous avons, en plus de notre pensée, et ça là où ça devient amusant, c'est notre individualité. C'est que nous ne pensons pas la même chose. Et on a tous des pensées différentes. Voilà. Alors, pourquoi? Ben, je vous laisse dormir tranquille. On n'a pas la... Je pense, cher Thierry, que Oui. vous avez captivé l'auditoire. Je pense aussi qu'il y avait une belle connexion avec Jean-Marc, qu'il y avait une correspondance et je pense que vous lui avez appris beaucoup de choses, mais des choses peut-être dont il avait l'intuition avec son travail sur le temps. Ah bah tout à fait. Non, mais je vais vous le lire, vraiment. On retrouve dans ce livre tout ce que je dis. Ça m'intéresse beaucoup, voilà.